Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre sur les titrages colorimétriques. Le but de ce titrage est de déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière d'une espèce titrée, notée grand A dans notre cas, par une espèce titrante que l'on note B, lors d'une réaction rapide, totale, unique et pour laquelle l'équivalence est repérée par un changement de couleur. Le montage expérimental est le suivant. On place la solution titrante dont on connaît la concentration dans la burette graduée, tandis que la solution attitrée, dont on ignore la concentration, est elle placée dans un bécher ou un Erlenmeyer à l'aide d'une pipette jaugée afin de connaître précisément son volume. Pour certaines réactions chimiques, il est possible d'ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré dans le bécher afin de repérer l'équivalence. L'équation du titrage la plus générale possible est la suivante, avec petit a et petit b les nombres stoichiométriques correspondant respectivement à chacun des réactifs grand A et grand B. Il faut connaître la définition de l'équivalence qui se repère lors du changement de couleur de la solution et qui correspond au moment où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques ou lorsqu'il y a changement de réactif limitant. À ce moment précis, donc seulement à l'équivalence, on peut écrire la relation suivante entre les réactifs titrés et titrants. Avec Na et Nb, les quantités de matière des réactifs introduits dans le bécher et petit a et petit b, leur nombre stoichiométrique. Il est possible d'exprimer cette équation directement avec les concentrations, puisque je te rappelle que la quantité de matière est égale au quotient de la concentration et du volume de la solution. Cette relation est valable pour des concentrations en quantité de matière exprimées en mol par litre, ainsi que pour des concentrations en masse exprimées en grammes par litre. Les volumes, quant à eux, peuvent être exprimés en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont exprimés dans la même unité. VE correspond au volume à l'équivalence qu'il faudra lire directement au niveau de la burette graduée. Enfin, pour ce chapitre, afin de préparer les différentes solutions suivant les données des énoncés, il est primordial de connaître les formules de la concentration, C égale N sur V, ainsi que celle de la quantité de matière, petit n égale petit m sur grand M. Il faut aussi connaître la formule de la masse volumique, ρ égale m sur V, et celle de la densité, D égale ρ sur ρ de l'eau. La dernière formule à connaître est celle correspondant au titre massique, aussi appelé pourcentage massique. C'est une grandeur sans unité qui est égale à la masse de soluté sur la masse de la solution. Pour ce chapitre, on doit être capable de choisir le bon indicateur coloré dans le cas d'une réaction acide-base dont on connaît la zone de virage. Bien sûr, il faut que tu aies déjà traité le chapitre sur les réactions acide-base avant de voir cette partie. Sur ce graphique, la zone de virage se situe au niveau du sceau de pH, soit au niveau du pH à l'équivalence. Mais parfois on nous l'indique directement par une phrase dans laquelle on nous dit que pour la réaction acide-base considérée, le sceau de pH se situe entre 6 et 10. En général, dans les données de l'énoncé, on trouve la liste de différents indicateurs colorés de pH ainsi que leur zone de virage. En procédant par élimination, on retrouve le bon indicateur coloré. Ici, seul le rouge de cresol a une zone de virage qui se trouve au milieu du sceau de pH. Il faut aussi être capable de prédire l'évolution des couleurs dans le bécher. Dans notre exemple, la solution est acide au départ et après l'équivalence, elle est basique, donc elle va passer du jaune au violet. On doit bien sûr être capable de calculer la concentration de la solution attitrée à partir de la valeur du volume équivalent trouvé expérimentalement. On obtient cette formule en isolant Ca à partir de la relation que l'on obtient à l'équivalence et que l'on a vue précédemment. Là encore, il est possible d'exprimer les volumes en litres ou en millilitres du moment que les deux volumes sont bien exprimés dans la même unité. La valeur de cette concentration va ensuite nous permettre de calculer le titre massique en soluté grand A. Pour cela, on repart des formules de départ et, en fonction des données de l'énoncé, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Il arrive très souvent que l'on n'ait pas accès à la masse de la solution, mais à sa masse volumique et à son volume. Idem pour la masse de soluté. En général, on a calculé la concentration et non sa masse. Il faut donc être capable de faire intervenir la concentration en combinant plusieurs formules, comme je suis en train de le faire. C'est cette expression que l'on va pouvoir utiliser. Mais si jamais on n'a pas accès à la masse volumique de la solution mais qu'on a sa densité, alors c'est celle-ci qui va nous servir. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que d'utiliser correctement la masse volumique de l'eau qui peut être donnée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. Et dans ce cas, attention aux unités. Lorsque tu utilises les formules, si la masse volumique t'est donnée en grammes par litre, alors utilise le litre pour les volumes. Si elle t'est donnée en grammes par millilitre, alors utilise plutôt le millilitre pour les volumes. Voilà, on vient de tout revoir sur les titrages colorimétriques.
N'hésite pas à récupérer la fiche de révision en passant par le lien qui se trouve en description et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines sur les titrages pH métriques et conductimétriques. À bientôt!